quelques petites questions. En fait, avant cette loi-là, est-ce que le lanceur d'alerte existait déjà? Est-ce que c'est la loi qui fait que le lanceur d'alerte existe, ou bien est-ce que ça existait déjà mais c'était pas encadré? Alors, la loi Wasserman, elle a complètement modifié la loi qui existait avant. Je suis passée un peu vite en introduction. C'était Mm. la loi Sympa 2 Mm. de 2016. Et en fait, cette loi Sapin 2, eh bien, elle était évidemment beaucoup plus restrictive pour le lanceur d'alerte, c'est-à-dire que c'était seulement un salarié qui pouvait le faire. Et comme on l'a vu maintenant, désormais, c'est l'entourage du salarié. Et puis, il fallait avoir personnellement constaté, c'est plus le cas maintenant. Et il y avait la notion des intérêts qui n'existait pas. Donc, en fait, ça a complètement élargi. L'idée, ce qu'il faut en retenir, c'est que ça existait. C'était déjà un bon début. Je pense que c'était assez méconnu. On va pas se voiler la face parce que comme il n'y avait pas de procédure obligatoire, c'était vraiment si quelqu'un avait l'information. Mais voilà, ça n'avait pas forcément été bien diffusé. C'est vraiment la notion d'Europe qui a permis de revenir avec un cadre beaucoup plus large et beaucoup plus facile maintenant pour ceux qui veulent évidemment lancer Oui, les alertes. et puis la différence, la grande évolution aussi par rapport à entre Sapin et Wasserman, c'est que la procédure a été largement facilitée. Parce que autrefois, donc sous Sapin, il fallait d'abord obligatoirement passer par la procédure interne. Donc ça obligeait le collaborateur ou l'associé donc à faire une procédure, donc une dénonciation interne. Et ce n'était qu'en cas d'échec du traitement de l'alerte en interne qu'on avait le droit de finalement faire une alerte externe. Et ça, c'était quand même très différent. Et moi, dans un de mes dossiers, j'ai effectivement ce cas-là, où c'était encore sous l'égide de la loi Sapin 2, donc 2016, où le salarié, donc moi j'étais pour l'employeur, le salarié a soulevé devant le conseil de prud'homme le fait que son licenciement serait nul parce que, selon lui, il a dénoncé en écrivant au président et puis ensuite à l'extérieur des agissements déloyaux de certains de ses collègues. Bon, moi j'ai soutenu que ça ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons, parce que déjà c'était pas fondé, et que c'était pas fait de bonne foi. Mais également la procédure n'avait pas été respectée. Donc là, c'est vrai que sous l'égide de la nouvelle loi, ça aurait été plus compliqué. Oui, parce qu'en fait, ça engage la question de la loyauté. Ça engage la protection de la loyauté. Et je pense que c'est pour ça que Sapin 2 a été quand même un peu restrictif, parce que je pense que le législateur, et même communément, nous, notre mentalité française, c'est pas la même que la mentalité américaine, où on se dit, oh là là, mais on est dans la délation. Et ça, on déteste. Enfin, voilà, pour les raisons qu'on connaît. Et c'est vrai que d'autres pays, notamment la culture américaine, est beaucoup plus à l'aise avec ça. C'est pas quelque chose qui est tellement gênant que d'aller, parce qu'au contraire, parce qu'on se dit qu'on participe à l'intérêt général. On n'a pas tout à fait la même perception en France, donc il faut y aller pas à pas, quoi. Mais on s'en rapproche, hein, puisque maintenant, à partir du moment où on n'a pas connaissance personnellement des événements, voilà, on les a pas vus. Ça veut dire qu'on subodore, on a entendu que, etc. Il y a presque de l'ordre de la rumeur en interne. C'est le risque. Voilà, donc on s'en rapproche quand même. Hein. Voilà, donc est-ce qu'on est de bonne foi? Oui, quelque part on peut être de bonne foi, mais il n'y a rien de certain. En fait, il n'y a rien de certain. Voilà, il faut avoir le courage de faire des alertes, même quand on n'en est pas certain. En fait, c'est ça l'idée. Oui, mais ça pose Oui, la question, est-ce qu'on peut être de bonne foi lorsqu'on n'est pas certain? c'est ça. C'est vrai que ça pose question. Ça pose question. Ça pose Alors, question. oui. sachant que l'alerte, elle n'a pas à être fondée avec des documents preuve à l'appui, hein, En parce plus. que c'est ça. C'est-à-dire que ça peut être des bruits de couloir, ça Oui, peut oui. être des Ouais. documents qu'on a aperçus, etc., mais qu'on n'a pas eu. Sachant qu'on n'a peut-être pas insisté là-dessus, mais on peut récupérer tous les documents en interne, quand même, malgré tout. Si on envoie, par exemple, à une autorité judiciaire et qu'on a envie voilà, de donner quelque chose d'assez consistant, malgré tout, eh bien, on peut, on n'est pas puni. Il n'y aura pas de sanction D'accord. par le fait qu'on aurait récupéré en interne alors qu'on n'était pas la personne destinataire directement des documents. C'est ça intéressant. On est protégé. C'est la loyauté, là on en revient à la loyauté dans l'administration de la preuve. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut démontrer quelque chose, même si on n'est pas normalement le destinataire naturel de cette preuve, à partir du moment où on n'a pas braqué une banque ou menacé de manière, voilà,
et que juste, par exemple, les documents se trouvent dans le dossier, le bureau d'à côté, et que finalement, C'est qu'elle est donner la photocopieuse, le grand classique. la photocopieuse, voilà, sur le copieur. on peut l'utiliser. Voilà. Après, ça, c'est bien sûr, il y a toute une question, mais là, on n'a pas le temps, mais de débat sur savoir est-ce que les enregistrements, c'est recevable ou pas, Oui, est-ce que, voilà. oui. Et ça, Notamment en cas de harcèlement ça, c'est vraiment carrément un autre sujet de futur webinaire, hein, je pense, sur ce thème-là. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est dans la protection du lanceur d'alerte. Comme on l'a dit, on vous le répète, mais pour nous, juristes, en tous les cas, c'est assez incroyable. C'est que vous êtes, vous salarié au prud'homme, vous dites simplement « je suis victime parce que j'ai lancé l'alerte, on m'a donné un avertissement, on m'a licencié, on m'a pas fait passer le poste qui avait été validé, finalement, il n'était pas pour moi. Enfin bref, on sait comment ça peut se passer. Eh bien, c'est vraiment l'employeur qui va devoir point par point répondre et démontrer. Le salarié ne fait qu'affirmer des choses. À la limite, il n'a pas de document. Il dit, moi, je sais que c'est parce que j'ai lancé l'alerte qu'il s'est passé ça en interne pour moi. Et c'est vraiment l'employeur, comme en matière de discrimination, qui va devoir avoir des preuves très, très carrées. Donc, la charge de la preuve n'est pas la même. Et c'est en ça que le lanceur d'alerte est quand même assez protégé aussi. Oui, elle revient à l'employeur, la charge de la preuve. Voilà, exactement. Exactement. Il y a Lisa qui vous demande et qui dit, voilà, le CSE est consulté lors de la mise en place d'une procédure interne pour les alertes. Faut-il le consulter à nouveau quand la procédure est mise à jour? Ou est-ce que c'est juste au démarrage? Alors, oui. Oui. Mise à jour, ouais. Ouais, exactement. En fait, comme ça fait partie vraiment des documents qui sont obligatoires, puisque là, on va être, pour le cas de Lisa, dans une entreprise de plus de 50 salariés, oui, le CSE doit être non seulement consulté dès que c'est mis en place, mais évidemment à chaque, un peu comme le DUERP. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la consultation du CSE est obligatoire pour n'importe quel document, toute mise à jour de ce document entraîne la consultation du CSE. D'accord, ok, très bien. Je vous remercie pour les réponses. En fait, comment est-ce que un lanceur d'alerte peut choisir entre, par exemple, dans une situation de harcèlement, vous disiez tout à l'heure, hein, ça peut être là, entre être lanceur d'alerte ou dénoncer au pénal ou au prud'homme? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient inciter à plutôt choisir l'une ou l'autre voie? Oui, en fait, quand on est lanceur d'alerte, on est gardien de l'intérêt général. Quand on va déposer plainte au prud'homme ou au pénal, c'est qu'on est soi-même victime. On ne dépose pas plainte pour une personne tierce ou pour voilà. Donc, en fait, la grande différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un procès au prud'homme parce que enfin, je ne sais pas. Un collègue a été victime. Oui, parce qu'un collègue a été victime, etc. Pour avoir un intérêt personnel. Ça, c'est le grand principe de toutes les actions directement concernées. Faut être directement concerné. Voilà. D'accord. Ça veut dire que dans une situation, parce que c'est une situation qui m'a été rapportée il y a quelques mois, une situation où il y a des propos discriminants, voire des propos qui virent au harcèlement sexuel, hein, très clair, où un tel dit que de toute façon, il va avoir des relations sexuelles avec elle, etc. Mais la personne cible n'est pas présente, elle ne le sait pas. Par contre, il y a des témoins, donc ils ne peuvent pas poursuivre pour harcèlement sexuel, mais ils peuvent être lanceurs d'alerte. Oui, absolument. Ah, ça, oui. Là, on est vraiment complètement dedans. Ouais. D'accord. Oui, et là, il faudra le voir à bon escient. Est-ce que c'est plus pertinent de le faire en interne ou en externe? Bon, à mon avis, là, en interne, parce que l'idée, c'est peut-être que l'employeur puisse se saisir de ça pour mettre en place des mesures de protection du salarié, qui soit plus sous la coupe directe du harceleur potentiel, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, il y a peut-être des choses à faire. D'accord. Et donc là, c'est en interne, donc il faut voir avec la hiérarchie. C'est ça. C'est ça. Et le référent harcèlement, s'il y en a un, si on est dans une entreprise où il y en a un aussi, évidemment, qui va pouvoir se faire le relais de tout ça. D'accord. Et concrètement, alors la personne, elle dit quoi? Elle se déclare. Comment est-ce qu'on se déclare lanceur d'alerte? Alors justement, le problème, c'est que dans les petites structures, moins de 50 salariés, il n'y a pas de procédure obligatoire. Donc, c'est sous toute forme, en fait. Ça peut même être une alerte verbale, théoriquement.
Mais le Mais il problème, faudrait qu'il y c'est ait quand même que une preuve de bah, l'alerte voilà, derrière. parce que pour bénéficier d'une protection, encore faut-il pouvoir démontrer à quel moment cette protection démarre. Donc, on ne recommande pas de faire une alerte purement verbale, parce qu'évidemment. Mais après, ça peut être aussi des alertes anonymes, hein, ça Mhm. doit aussi être traité, mais Donc, avec quand l'alerte même une anonyme, efficacité. Comment? Florence, l'alerte anonyme, à ce moment-là, c'est quoi? C'est un courrier qu'on envoie, par exemple. Oui. On n'arrive pas à l'identifier, et OK. d'ailleurs la personne ne cherche pas à être identifiée, ne veut pas être Mhm. identifiée. Mhm. Donc ça doit quand même malgré tout être traité. Généralement, il y a des registres qui répertorient les alertes. Enfin maintenant, c'est de plus en D'accord. plus, hein. Même depuis 2016, il y a quand même des registres qui existent. Les registres des alertes, des alertes CSE, mais c'est encore autre chose, mais Mhm. même des registres d'alerte pour les salariés. C'est sous forme digitale, ou peu importe, mais souvent c'est sous forme digitale. Et alors après, c'est vrai que le risque quand même, c'est les débordements aussi, parce que pour voir chez nos clients, parfois ces registres-là, en plus sous support digitaux et surtout anonymes, faut faire le tri quand même, Oui. hein. Oui. Et le problème, c'est que la charge de la preuve, elle est du côté de l'employeur. Du côté de l'employeur, mais le problème c'est que La charge de la preuve, s'il y a représailles sur le lanceur d'alerte. Mais en revanche, après, D'accord. sur le traitement de l'alerte en lui-même, Oui. par exemple sur le cas qui était indiqué de harcèlement moral ou Mhm. sexuel, en fait, à mon sens, on va être plus sur comment moi, employeur, je traite cette alerte. Donc, comme disait Florence, il faut faire le filtre entre vraiment ce qui serait quelque chose qui n'a pas été fait à bon escient, de quelque chose de sérieux. Il faut déjà évidemment faire ce petit filtre-là, mais tout doit être traité, hein, c'est le principe. Mhm. Et puis ensuite, eh bien, il faut, quand c'est anonyme, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est qu'il faut mener l'enquête inverse pour voir qui serait concerné, avoir des précisions, parce que parfois, si c'est quelque chose, un mail laconique sur les grosses boîtes, il y a une adresse mail dédiée, etc. Mais si c'est pas signé, si on n'identifie pas et que c'est extrêmement synthétique sur un harcèlement moral, si on ne sait pas qui est l'auteur, qui est le salarié, hein, par exemple, en disant dans ce service-là, il y a un cas de Ah oui, harcèlement. oui. Ouais. Bon, voilà, donc c'est difficile. Voilà, c'est en ça que ça va être compliqué. et là où je ne suis pas tout à fait en phase, mais bon, c'est assez à voir, mais non, c'est qu'en fait, en cas d'alerte anonyme, moi, je ne suis pas certaine que l'employeur ait intérêt et il a le droit même d'aller essayer de remonter le fil pour savoir qui est derrière l'alerte anonyme. C'est-à-dire que quelque part, est-ce que le lanceur d'alerte, à mon avis, hein, mais ça n'engage que moi, donc pas grand-chose, mais je me demande si ce serait pas aller trop loin que de vouloir aller chercher qui est Non, l'auteur, en mais fait. pas forcément qui est l'auteur, mais qui est, qui est la victime, alors on va dire. Oui. Si c'est un cas de harcèlement, Oui. ou voilà, et quel est le service concerné? Ça nous est déjà arrivé. Nous, on a eu une discussion avec des RH, je disais, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, quand on n'a pas d'information, on nous dit juste c'est tel service où il y a un cas, je fais une alerte parce que ce service est concerné pour un cas de harcèlement, c'était le cas d'ailleurs, harcèlement moral. Quand on n'a pas d'éléments qui permettent d'identifier, si vous avez un service de 50 personnes, qui est la victime, parce qu'on veut évidemment savoir qui est l'auteur, mais qui est la victime, comment on doit agir en qualité employeur, ça c'est difficile. Voilà. Parce que du coup, on n'a pas les précisions, on ne va pas les obtenir en face à face d'une personne nommément désignée qui se serait portée lanceur d'alerte. Alors, je me permets juste de vous poser parce qu'il y a 2 questions qui n'ont pas été relayées. On a eu un petit message. Je ne sais pas, Sébastien, Ah si bon? toi, tu les vois. Moi, je les avais pas vus. Alors, voilà, c'est pour ça. Non, non, en fait, c'est parce que je pense que c'est pas arrivé. C'est une question de plateforme, en fait, c'est pour ça. Donc, il y a une Ah, c'est sur question. les questions-réponses. Elles ne sont pas Oui, affichées, tout à fait. effectivement, Ouais. dans le menu. Alors, est-ce qu'il existe une démarche actuelle d'incitation à la dénonciation des faits litigieux par les autorités ou les établissements eux-mêmes? Je dirais que j'ai l'impression qu'il n'y a pas Dans la culture actuelle, il n'y a pas d'incitation particulière, pas plus qu'avant. En revanche, comme le cadre a été fait pour que ce soit fait beaucoup plus facilement qu'avant, quelque part, à partir du moment où la loi sera clairement appliquée dans toutes les structures de plus de 50, et comme on l'a dit, conseillé dans les autres, bah, ça va être un effet de question de communication, déjà en interne. Et puis d'application, c'était un peu comme le document unique il y a 30 ans, personne ne savait à peu près. Et puis maintenant, voilà, c'est une question de rigueur, de pli à prendre. Donc je pense que l'incitation, elle va démarrer
elle a démarré, mais on va la voir grandir. Et Ouais. d'autant plus que les autorités administratives, on a vu le rapport de la Cour des comptes, mais le défenseur des droits, la CNIL, etc., vont aussi communiquer dessus beaucoup plus parce qu'ils ont fait des fiches. D'ailleurs, là-dessus, le défenseur des droits, il va, par exemple, on ne vous l'a pas dit, mais il peut intervenir au prud'homme en référé aux côtés du lanceur d'alerte. Donc, je pense qu'il y aura une plus grande publicité et que du coup, que ce soit côté employeur, côté salarié, eh bien, les gens auront beaucoup plus connaissance de cette possibilité qu'ils vont donc, on imagine, par la force des choses, utiliser. Ouais, ouais. Pour moi, effectivement, il y a quand même une incitation. Du coup, là, ne Ouais. serait-ce que l'existence même de cette loi, de cette nouvelle loi et de ce décret, constitue en soi une Ouais. incitation quand même. Et autre question, donc, quels ont pu être les apports de la jurisprudence concernant le statut, la reconnaissance et le statut du lanceur d'alerte? Il est fait référence là aux questions du scandale du Mediator ou du médecin Irène Frachon. Est-ce que la jurisprudence a participé activement finalement à Oui, faire évoluer les choses là? complètement. En fait, on a eu la jurisprudence donc, sous la loi Sapin 2 dont on vous a parlé. L'arrêt du 1er février 2013, c'est un arrêt de la Cour de cassation, mais il est rendu en fait sous l'auspice de la loi d'avant, puisque la Cour de cassation n'a pas pu avoir tout le circuit depuis le Conseil des prud'hommes jusqu'à la Cour de cassation avec la loi de 2022, Wasserman. Donc oui, en fait, la jurisprudence est bien plus créatrice qu'on ne le pense parfois. Et sur le lanceur d'alerte, moi je pense que la Chambre sociale, elle a vraiment poussé aussi justement pour valider le référé, la charge de la preuve. Et donc, les derniers textes, décrets, lois Wasserman ont en partie repris aussi ce cadre-là. Ouais, complètement. Et c'est vrai que Irène Frachon, avec son livre, etc., où elle a été lanceur d'alerte de façon très médiatisée, pour le coup, il me semble qu'elle a été protégée, parce que d'ailleurs, son hôpital d'origine, sa structure hospitalière d'origine, j'ai pas connaissance de ce qu'elle a été, qu'elle ait eu de représailles, hein, bien au contraire. Donc son employeur, en tous les cas, a quelque part complètement validé ça et c'est tant mieux. Et puis évidemment, il y a eu un effet. Pas tout de suite, hein, dans un premier temps, elle a été quand même un peu malmenée. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est ancien sur le début du scandale. Je ne crois pas par l'hôpital. En revanche, peut-être sur le fait qu'elle allait de façon extérieure, c'est ça que peut-être tu veux dire? Oui, tout à fait. Oui. Et là, donc maintenant, ça paraîtra peut-être moins inédit dans les prochains mois, prochaines années avec cette nouvelle loi. D'accord. Il y a une autre question, mais je pense que je vais faire de Lisa, je vais la faire monter à l'écran. Ça va être plus facile pour qu'elle vous la pose. Et on y arrive. Oui. Hop. Hop. Alors, autoriser le micro et la caméra. Ah, on n'a pas de caméra dans la salle où on est. D'accord, donc on a juste le son. Ok. Oui, je voulais demander, en fait, dans le règlement intérieur, j'avais lu sur l'AMI que il était imposé de faire référence simplement à l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte, mais il n'était pas nécessaire de détailler la procédure interne pour lancer les alertes. Donc nous, dans le règlement intérieur, on fait simplement référence à l'existence du dispositif de protection et aussi on dit qu'une procédure est mise en place et elle est disponible sur l'intranet. Et du coup, je me demandais si c'était la même chose pour le DER ou est-ce qu'il fallait détailler davantage soit la procédure de protection ou même la procédure interne d'alerte. Alors, à mon sens, c'est la même chose sur le DUERP. Ce qu'il faut, évidemment, c'est y faire référence et que en consultant le DUERP, les salariés, anciens salariés, etc., puissent avoir accès à l'information de savoir où concrètement trouver le document qui va préciser les modalités internes de signalement et de traitement du lanceur d'alerte. Donc, à mon avis, la simple mention, si c'est pareil, indiquer que ça a été mis en place à telle date, que c'est disponible après consultation du CSE, que c'est disponible sur intranet, à mon sens, c'est suffisant. En fait, ça peut faire référence en cascade. Voilà. D'accord. Mais alors, dans le DUER, on le fait entrer dans quel risque? Dans les risques psychosociaux? Dans quoi? Parce que c'est
document d'évaluation des risques. Ouais, pour moi, c'est vraiment dans le RPS, dans la catégorie RPS, effectivement. On l'a vu, hein, les alertes peuvent être diverses et variées, donc là, on les a pas tous en tête, mais globalement, sur ce qui va être en lien avec la prévention et le traitement de l'agitation relative aux accidents du travail, ça va vraiment être sur cette catégorie RPS, où il faut effectivement, pareil, hein, préciser qu'on l'a bien mis en place, si c'est le cas. Et puis, est-ce qu'il y a une personne qui est référente, identifiée en interne comme devant recueillir, à la limite, on peut l'indiquer. Voilà, faut vraiment le mettre comme ça. Et donc, on la met dans la partie prévention, évidemment utile. Et dans le plan d'action, si ce n'est pas mis en place, pareil, plan d'action, c'est évidemment quelque chose qui peut l'intégrer pour les prochains mois. À mon sens, alors ça, arrête-moi si je me trompe, parce que je ne suis pas spécialiste du DUERP, mais je pense qu'il ne faut pas, voilà, comme on l'indiquait, faire du copier-coller de toute la procédure sur tous les documents, hein, parce que sinon, à mon avis, ça alourdirait franchement la lecture de tous les documents. Ouais. Ouais, d'accord. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Soit vous les mettez alors, juste pour finir sur la mise à jour du DUERP, je pense que très clairement, enfin en tout cas dans nos clients et puis dans les dossiers qu'on arrive à voir, le pli n'est pas encore pris en fait, hein. C'est vrai que le DUERP, sa révision que la loi santé, je pense que ça, beaucoup l'ont bien en tête, ça a été, voilà, mais le fait d'y intégrer le lanceur d'alerte, j'ai l'impression, dans le cas de notre côté, que c'est moins évident, voilà, pour les entreprises de façon globale, je veux dire, voilà. Tout à fait. Il n'y a pas eu assez de communication. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est pas du tout pris en compte. Ouais. Très bien. Il n'y a plus de questions. Est-ce que Diane et Florence, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet, ou est-ce qu'on s'arrête là? En fait, c'est un très vaste sujet, donc si on voulait, on pourrait y passer l'après-midi. Le temps, mais c'est pas l'idée, donc. On a une dernière question de Catherine. Qui est arrivée. Oui. Ok. Oui, donc elles ont pu être, un RRH. Peut-être le référent, ou vaut-il mieux choisir une autre personne, effectivement? Alors moi, je dirais choisir une autre personne, justement pour dissocier le traitement de l'alerte et l'absence de suspicion, la mesure de représailles. Ça paraît dur parce que le RRH, il est super bien formé pour évidemment identifier une alerte et réagir. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est parfait. Mais à mon avis, pour éviter que dans le cas de procédures contentieuses, le lanceur d'alerte salarié qui aurait été sanctionné pour toute autre chose disent pas oui, mais le RRH, moi je le voyais dans le cadre d'entretien, de choses, etc. Et je me suis étendue sur l'alerte et j'ai été sanctionnée. Enfin, à mon sens, sincèrement, je ne sais pas, Florence, que toi tu en penses. C'est une question d'intérêt, en fait, moi, je trouve ça. Il faut éviter d'avoir deux casquettes qui pourraient qui pourraient à un moment devoir se. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Diane Lemoine et puis Florence Montaigne de ICO Avocat pour cette présentation sur le lanceur d'alerte. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Voilà, donc, et comme je vous disais tout à l'heure en introduction, on va envoyer Diane et Florence, verront donc le support de présentation à tout le monde. Voilà. Merci Lisa, merci Nathalie aussi, merci à tout le monde pour vos questions et votre participation. Hop. Ouais. Autorisez la caméra. Vous voulez passer, levez la main. Alors. Non. Participants. Vous vouliez, Nadir, poser une question ou interagir? Juste une petite question, je ne sais pas si vous me voyez. Alors, je ne vous vois pas, on vous entend. C'est pas grave. Effectivement, juste, je soulève un petit peu la question concernant le DURP. Nous, actuellement, on a fait la mise à jour, c'était l'année dernière, on l'a représenté au CSE, dernièrement pour une deuxième relecture pour la diffusion.
Ouais. Et ma question, elle est, est-ce que je dois, c'est-à-dire à l'intégration du lanceur d'alerte dans le DUR, est-ce que je dois le remettre encore en consultation pour le CSE? Oui, normalement, oui. Oui, parce que vous le modifiez si vous faites un ajout. Et comme c'est quand même un ajout qui est relativement important, ouais, sensible, moi, vraiment, par précaution, je vous aurais invité à le représenter à nouveau, même si D'accord, c'est lourd. Mais oui. Ah non, mais j'ai galéré déjà pour avoir la réponse et la sollicitation parce que c'est un nouveau CSE qui a été élu. Donc voilà, pour le moment, c'est en cours. Et comme on en a besoin, comme vous savez un petit peu, sur certains, les médecins du travail et l'inspection, il faut qu'on la diffuse. On a mis quand même presque 2 mois pour avoir, on va dire, un sujet, une réponse. Et là, je me dis, je vais OK. Ouais, bah, je vais faire comme vous dites. Je vais faire comme vous dites. Je vais intégrer une petite ligne juste sur les risques à rapport socio-dégradé en disant c'est-à-dire sur les moyens de prévention organisationnelle technique. Je vais mettre sur l'organisationnel mise en place du lanceur d'alerte avec une petite phrase se référant au règlement intérieur et pour leur donner juste la page où est-ce qu'il a été mis à jour pour avoir une idée. Et après, on fera une présentation, je pense aussi, pour les informer. Je pense dans ce sens. C'est très bien, ça paraît efficient. Ouais. Super, merci. C'était juste une question, merci. Merci à vous. C'est super. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Sébastien. Bon après-midi, à bientôt. Bon après-midi. Ouais, salut. Merci, bon après-midi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.